Nichée sur le littoral méditerranéen, Nice, ville cosmopolite située à proximité de la frontière italienne, fascine par ses couleurs, son architecture et sa douceur de vivre. Pourtant, beaucoup de touristes qui arpentent sa célèbre promenade des Anglais ignorent que pendant la Seconde Guerre mondiale, cette image de carte postale va être mise à rude épreuve. Car la capitale des Alpes-Maritimes est l'une des rares villes françaises à connaître 2 occupations successives. Nice a été d'abord une ville de la zone libre, ensuite a subi l'occupation italienne et puis l'occupation allemande. Si au début du conflit, la fièvre nationaliste et le culte du maréchal Pétain s'emparent des rues de Nice, il y avait 50 000 personnes. C'est énorme. À Marseille, à Lyon, à Toulouse, on n'a pas fait mieux, jamais. ces fervents patriotes sont rattrapés par leur destin quand l'Italie voisine envahit la fière cité. Mussolini regarde Nice comme une terre qu'il convoite de longue date, une terre italienne. Mais le régime fasciste, allié de l'Allemagne nazie, décide contre toute attente d'épargner les Juifs de la région niçoise. Nous savons qu'ils ne vont pas nous arrêter. On se sent libre. En quelques mois, Nice devient alors un Eldorado pour des milliers de Juifs qui fuient les persécutions nazies. En juin 1943, il y a à peu près 20 000 personnes. En juillet, 22 000. En août, 25 000. C'est d'ailleurs à Nice que se croisent d'illustres figures, à l'image de Simone Veil ou encore Serge Klarsfeld, le célèbre chasseur de nazis. C'était la seule région où les Juifs pouvaient vivre tranquilles. Mais leur répit sera de courte durée. Quand les troupes du Reich envahissent la ville, chassant leur ancien allié italien, le piège se referme sur la population. C'est la stupeur, c'est l'angoisse, c'est la crainte, c'est l'arrivée des nazis dans les Alpes-Maritimes. Aloïs Brunner, chef redouté du camp de Drancy, se déplace lui-même à Nice pour nettoyer la ville. Les rafles commencent et je m'en souviens comme si c'était hier. Parce que c'était l'horreur absolue. On était pétrifiés de peur. On savait qu'on allait mourir si on était découvert. Rafles effrénées, exécutions publiques, mais aussi travaux de fortification titanesques. La promenade des Anglais, c'est une série de murs de béton, de champs de mines, de blocos. La fureur des nazis défigure la métropole et laisse un traumatisme profond. Voici l'histoire de Nice, ville frontalière au destin hors du commun, pour qui l'occupation s'est conjuguée au pluriel. Nice, été 1939. La saison des vacances bat son plein sur la French Riviera. Depuis plus d'un siècle, la ville est l'une des capitales mondiales du tourisme. C'est une époque joyeuse. Les mois de juillet et d'août 1939 ont été les mois les plus propices à l'activité touristique. Il y a eu une affluence considérable. Il y a énormément de Belges, de Néerlandais, d'Anglo-Saxons. The French call it the Côte d'Azur, the blue or azure coast. Pourtant, si les villégiateurs profitent des plaisirs balnéaires de Nice, il flotte dans l'air cet été-là une ambiance électrique. Car malgré l'apparente douceur de vivre, difficile d'oublier la menace qui pèse. Il y a la conjoncture internationale. On sait qu'il y a des bruits de bottes qui sont là, et il y a une crainte diffuse. Car depuis plusieurs mois, Hitler et Mussolini, unis au sein des forces de l'Axe, multiplient les provocations. Face aux velléités d'expansion territoriale de l'Allemagne et de l'Italie, l'Europe entière retient son souffle.
Du côté de Nice, situé à moins de 30 km de la frontière franco-italienne, ce n'est pas l'Allemagne, mais les chemises noires du régime fasciste qui inquiètent. Car personne n'ignore le sort que le Duce souhaite réserver à la capitale des Alpes-Maritimes. L'Italie considérait le comté de Nice comme une terre irrédente, comme une terre devant revenir à sa mère patrie qu'était l'Italie. Et si Mussolini convoite Nice avec tant d'ardeur, c'est que la ville, tout comme la Corse et la Savoie, fut pendant longtemps italienne. Le comté de Nice est annexé à la France en 1860 seulement, ce qui fait relativement peu de temps, c'est 80 ans avant la Deuxième Guerre. Donc Mussolini avait lancé le cri d'attaque en quelque sorte en criant Nizza à Hanoi, Corsica à Hanoi, Savoie à Hanoi également, c'est-à-dire la Savoie à nous, Nice à nous, la Corse à nous. Et finalement, donc, l'objectif était de conquérir la totalité du sud-est jusqu'au Rhône quasiment, reconstituant en quelque sorte l'ancien royaume médiéval. L'objectif du Duce à terme, faire de ces trois régions le cœur de la Grande Italie. Un vaste empire en Méditerranée qui couvrirait la totalité du sud-est de la France jusqu'aux colonies françaises de Tunisie et de Djibouti. Alors que l'été touche à peine à sa fin, c'est Hitler qui lance brutalement les hostilités en envahissant la Pologne le 1er septembre 1939. À Nice, la déclaration de guerre fait fuir les derniers touristes. À partir du moment où le gouvernement français a procédé au rappel des réservistes, on sent bien que les festivités, c'est désormais terminé et on commence à s'inquiéter. Mais on s'inquiète plus pour ce qui va se passer sur la frontière du Nord-Est que ce qui va se passer sur la frontière des Alpes. Car Mussolini, certes, s'était allié aux Allemands, mais malgré tout, au moment de l'entrée en guerre de l'Allemagne, il avait proclamé sa non-belligérance, qu'il resterait neutre d'une certaine manière durant la guerre. Malgré les provocations régulières du Duce, les Niçois sont donc confiants. D'autant plus qu'ils sont persuadés que les liens historiques qu'ils entretiennent avec leurs voisins italiens les protègent de toute agression. Les Niçois avaient tendance à considérer les Italiens comme des gens qui sont extrêmement proches d'eux et peut-être aussi comme au fond une nation amie. Pendant très longtemps, l'Italie faisait figure d'allié. N'oubliez pas que c'était l'allié de la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y avait des liens très nombreux, des liens économiques, des liens humains. Beaucoup de gens avaient de la famille des deux côtés de la frontière. Il y a 15% de la population niçoise qui est italienne. À la veille de la guerre, entre 75 000 et 100 000 transalpins y vivent. Donc les Italiens font partie de la vie niçoise. Pourtant, les habitants de Nice sont bien loin d'imaginer le sort qui les attend. 40 ans de guerre, rien n'est moins sûr que la parole d'un dictateur. Alors qu'au mois de mai, la France est à terre après l'attaque surprise des Allemands, Mussolini profite de ce moment pour passer à son tour à l'offensive le 10 juin 1940. La dichiarazione di guerra è già consegnata agli ambasciatori. Cette attaque surprise, c'était pour avoir sa part des dépouilles françaises. C'était pour avoir une part du gâteau. La presse locale, comme l'Éclaireur, se fait le relais de cette infâme trahison. Pour les Niçois, l'attaque de leur sœur latine est un véritable choc, teinté de peur et d'indignation. On a d'ailleurs appelé cette attaque le coup de poignard dans le dos, n'est-ce pas? Ce qui signifie bien la manière dont on l'a ressenti. C'est une expression qui est revenue jusqu'après la guerre, qu'on employait à l'égard des Italiens. Et pour pénétrer dans l'Hexagone, Mussolini lance pas moins de 350 000 soldats à l'assaut de la frontière. Car pour le Duce, l'enjeu de cette bataille des Alpes, épisode souvent méconnu de la Seconde Guerre mondiale, est crucial. Mussolini était pratiquement convaincu que ses troupes entreraient à Nice et que peut-être elles arriveraient à Toulon, voire, miracle, jusqu'à Marseille. Mais bien qu'en très nette supériorité numérique face aux Français, les fantassins italiens sont peu armés pour évoluer en montagne et vont très vite se heurter à un obstacle de taille.
l'impressionnant dispositif défensif de la ligne Maginot du Sud-Est. Sur les 23 ouvrages présents dans la région, plus de la moitié sont concentrés dans les Alpes-Maritimes en raison de la faible altitude et de l'importance stratégique de Nice et de son département. Situé à proximité immédiate du littoral, le fort de Sainte-Agnès, l'un des plus redoutables, en constitue l'ultime bastion. Quand on voit la ligne de crête qui détermine la frontière italienne, 3 km, 4 km à vol d'oiseau, puis on passe devant les villes de Menton et Roquebrune et on part 25 km d'ici sur la ville de Nice. Face aux monstres de béton qui surplombent la baie, la marge de manœuvre des Italiens massés le long de l'arc alpin semble très mince. Car si le fort de Sainte-Agnès est à peine visible de l'extérieur, l'ouvrage dissimule en réalité une véritable ville souterraine, dotée de 6 blocs de combat, les plus puissants de la région. Creusé à côté du village, à plus de 55 mètres de profondeur, l'édifice fait la taille d'un immeuble de 4 étages et s'étend sur 2000 mètres carrés de galeries. Dans ces salles souterraines, aménagées pour permettre à près de 400 soldats de vivre 3 mois en autonomie, la présence de ces hommes est encore palpable. Au fort de Sainte-Agnès, il y a énormément de commodités, de modernité. On a à peu près 30 ans d'avance sur la vie civile. On renouvelle l'air, on filtre l'air contre des potentiels gaz de combat avec du charbon actif. Ensuite, on a le tout à l'égout, on a l'eau courante, l'électricité, le téléphone également. Ces hommes qui vont peupler ces ouvrages, qui sont pour 80% d'entre eux des hommes du cru, et issus de la ruralité, eh bien, découvrent le lieu de façon incroyable. Pour eux, c'est quasiment un ouvrage de Jules Verne. C'est certainement la forteresse la plus aboutie que l'histoire ait pu connaître. Aux extrémités du fort se trouvent les puissants blocs d'artillerie. Nous arrivons dans la zone des casemates de combat sud de l'ouvrage. Donc c'est un endroit intéressant au niveau de l'artillerie. On a ici un modèle de 1932. Il faut savoir qu'ici les artilleurs ne tirent pas à vue, ils tirent au chiffre, ils ne voient rien par définition. Donc ils confient ce travail à des instructeurs qui vont leur donner les valeurs métriques. Ces canons d'origine, aujourd'hui désarmés, sont capables de tirer jusqu'à 12 coups par minute au plus fort des combats. Les artilleurs se positionnent en règle générale autour de cette pièce. On dispose ici, on le voit, de manivelles qui permettaient en fait de faire tourner sur à peu près 145 degrés la pièce. Puis à la hausse ou à la baisse, le canon va monter ou descendre selon les besoins. Le 22 juin, les canons du fort de Sainte-Agnès entrent immédiatement en action quand les fantassins italiens profitent du mauvais temps pour se lancer à l'assaut des vallons. Pris sous un déluge d'acier, les soldats du Duce sont forcés de reculer après seulement 3 jours de combat. Ils n'avaient qu'une faible notion de savoir quel pouvait être l'impact d'une ligne fortifiée comme la ligne Maginot des Alpes, qui avait été pensée de façon remarquable. Très souvent éclipsée par la bataille de France menée par les Allemands au nord-est du pays, la bataille des Alpes est pourtant l'une des seules victoires de la France lors de l'attaque des forces de l'Axe au printemps 1940. Deux jours après la conclusion de l'armistice franco-allemand qui définit le partage de la zone libre et de la zone occupée, un autre armistice est signé avec les Italiens le 24 juin à la Villa Incisa près de Rome. Malgré la défaite italienne, l'accord concède aux Transalpins une zone d'occupation réduite, 800 km² de terre le long de la frontière,
qui annexe de facto la ville de Menton. Nice, située au-delà de ce périmètre, y échappe et reste française. Mais la capitale des Alpes-Maritimes se retrouve en plein cœur d'une zone démilitarisée de 50 km de large, imposée par le Duce. L'Italie obtient quand même une satisfaction, puisque avec la ligne démilitarisée de 50 km, elle a neutralisé la ligne Maginot. C'est-à-dire que si un jour elle veut vraiment passer à l'acte pour réaliser le rêve des fascistes, c'est-à-dire la marche sur Nice, eh bien, elle sera facilitée par le fait qu'il n'y aura plus d'obstacles à leur progression, puisqu'il n'y a plus de canons et qu'il n'y a plus de soldats. Mais pour l'heure, en cette fin juin 1940, le soulagement d'avoir gagné la guerre contre les Italiens l'emporte dans le cœur des Niçois. Il y a un patriotisme local et français qui joue à plein, et la victoire contre l'Italie ne fait que le renforcer. Ça, c'est certain. Les Niçois étaient ardemment pro-français. Ils défendaient la cause de Nice française contre la cause de Nice rattachée à l'Italie. On disait, ma Nice, elle la voulait française. Nice, nous voulons qu'elle reste française. Cette fièvre patriotique est un terreau idéal pour le maréchal Pétain. Le chef du gouvernement extrêmement populaire à Nice décide de faire de la ville une vitrine de sa propagande nationaliste. Aux côtés de Jean Médecin, le très patriote maire de Nice, sont nommés des représentants extrêmement vigoureux du régime. À la préfecture du département s'installe Marcel Ribière, homme austère et autoritaire. Joseph Darnan, commandant héroïque pendant la Grande Guerre, est quant à lui dépêché à Nice pour diriger la première section départementale de la Légion française des combattants. Cette légion, qui était la grande organisation vichiste, dans laquelle avaient été fusionnées toutes les associations d'anciens combattants de la Première et de la Deuxième Guerre, il va faire le relais entre le maréchal et les Français. Alors Darnan, c'est un très beau guerrier, il a fait la une de Paris Match en février 40, mais ce que les gens ignorent quelquefois, c'est que c'est quelqu'un d'extrême droite, et là, il a l'occasion de montrer qu'il a du charisme. Il va développer incontestablement un climat de patriotisme exacerbé dans les Alpes-Maritimes. Très vite, la Ligue française des combattants organise de nombreuses cérémonies au nom de la Révolution nationale, le grand projet du régime basé sur la devise « Travail, famille, patrie ». Toutes ces manifestations, grands défilés, messes, paroles enflammées du début du régime de Vichy ont été massivement suivies par les Niçois. Par exemple, la fête de Jeanne d'Arc le 11 mai 1941, il y a quand même eu une grande manifestation sur la place Masséna où il y avait 50 000 personnes. Imaginez aujourd'hui, à part le carnaval, bien entendu, de réunir 50 000 personnes pour une ville de 250 000 habitants à peu près, c'est énorme. À Marseille, à Lyon, à Toulouse, on n'a pas fait mieux, jamais. On a même qualifié Nice de fille aînée de la Révolution nationale. Donc c'est dire si Nice a vraiment joué un rôle essentiel dans le régime de Vichy. Cette propagande nationaliste prend même une tournure encore plus radicale lorsque Joseph Darnan crée le service d'ordre légionnaire, la branche paramilitaire de la LFC. La mission de ces jeunes militants d'extrême droite, empêcher la marche sur Nice, dont rêvent les partisans du fascisme. Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain. SOL, debout! Les groupes de protection sont quand même armés. Ils n'ont pas des canons, des mitrailleuses, mais ils ont des pistolets, ils ont des fusils, ils peuvent même avoir quelquefois un fusil mitrailleur. Née à Nice, cette terrifiante organisation s'implante par la suite dans toute la zone libre et deviendra en 1943 la milice française. Malgré ce régime autoritaire et les dérives racistes qui en découlent, Nice, toujours auréolée de sa réputation de station de villégiature, devient très vite l'une des principales destinations en zone libre pour de très nombreux réfugiés en quête de liberté.
c'est une ville qui dispose d'infrastructures nombreuses, notamment hôtelières, et qui a toujours assuré une fonction d'accueil importante, déjà pendant la Première Guerre mondiale. Beaucoup de gens, en particulier de Parisiens, qui ne supportent pas l'occupation allemande, vont venir à Nice pour des raisons de travail, pour des raisons économiques, notamment dans le cinéma. Puisqu'à Nice, il y a ces fameux studios de la Victorine. En 1941 et disons jusqu'à l'été 1942, on va voir tourner une vingtaine de longs métrages, avec en particulier un chef-d'œuvre, Les Visiteurs du Soir. À côté des grands noms du 7e art, il n'est pas rare de croiser également dans les rues de la ville d'autres artistes comme Matisse, mais aussi Jacques Prévert ou André Malraux. C'est un microcosme conséquent, alors que politiquement, on n'est pas dans une société très permissive. Mais au-delà du glamour de cette communauté d'artistes, c'est surtout l'arrivée massive de Juifs qui marque la population. Des familles françaises, mais aussi étrangères, qui ont fui le fascisme et les pays nazifiés. En moins de 2 ans, entre 1940 et 1942, leur nombre dans les Alpes-Maritimes va presque tripler, passant de 5 000 à 13 000 personnes. Parmi les nombreux résidents juifs du comté niçois se trouvent d'illustres personnalités. C'est le cas de Simone Veil. En 1940, celle qui marquera durablement la vie politique française d'après-guerre a 13 ans et vit à Nice avec ses parents et sa grande fratrie. C'est aussi à Nice que débute l'histoire de Serge Klarsfeld. Toute sa vie, le célèbre avocat et Béate, son épouse, ont traqué sans relâche les pires criminels de guerre. Un combat qui prend racine dans le traumatisme qu'il vit dans son enfance, lorsqu'à l'âge de 6 ans, il doit fuir avec sa famille la zone occupée, où sévissent les persécutions nazies envers les Juifs. En octobre 1941, on arrive à Nice, on est à l'hôtel pendant quelques jours et peu de temps après, quand mon père a trouvé un travail, nous avons pris un appartement de 3 pièces dans le centre de la ville, numéro 15 de la rue d'Italie. On profitait du ciel bleu, on profitait de la plage. On a encore quelques photos sur la plage de Nice qui n'est pas une plage de sable, mais de cailloux. Mais très rapidement, cet accroissement brutal de la population va poser un problème de taille. Trop nombreux, les habitants ne parviennent plus à se nourrir et souffrent de la faim. On mangeait très mal à Nice. Toute la population mangeait très mal, mais on se débrouillait quand même. Inévitablement, cette crise du ravitaillement fait exploser le marché noir. Ce sont des gens aisés qui descendent sur la Côte d'Azur. Et puisqu'ils sont aisés, ils ont les moyens d'obtenir plus facilement que certains autochtones des produits alimentaires. Certains aliments comme la tomate deviennent des produits de luxe, subissant une hausse jusqu'à 380% de leur prix habituel. Il s'agit d'une ville avec peu d'arrière-pays, sinon alpin très rapidement. Et ce sont des terres relativement pauvres également, donc qui n'ont pas une grosse production céréalière, ni de pommes de terre, ni de maïs, en tout cas ce qui pourrait nourrir la population. Donc il faut importer. Et pour importer, eh bien, on importe de France avec la ligne de chemin de fer. Malheureusement pour les Niçois, les pillages de leurs voisins dans les gares de Marseille et Toulon sont fréquents. Nice est au bout de la voie de chemin de fer. Donc les localités intermédiaires sont servies avant. Alors à Nice comme ailleurs, c'est le système de la débrouille qui prime. Dès l'été 1940, la municipalité niçoise va mettre en culture des parcs, des jardins. Ici au jardin Albert Ier, on plante des salades par exemple. Donc voilà, la ville change et je dirais que la pénurie se voit très clairement dans la rue. Face à l'adversité, les Niçois font preuve d'imagination.
On dit qu'il y a une foule de pêcheurs sur les quais où il y a des centaines de gens avec une canne à pêche qui essaient dans les eaux sales du port de pêcher quelque chose. J'ai noté dans un certain nombre d'articles des journaux locaux que les pigeons avaient tendance à disparaître. Ce qui montre bien qu'ils sont attrapés par la population et aussi un certain nombre d'animaux domestiques qui passent à la casserole, notamment les chats. Très vite, la propagande vichiste n'hésite pas à tirer profit de la faim et des frustrations pour planter la graine de l'antisémitisme dans l'esprit des Niçois. Français, évitez le juif, ses bobards et ses bonnes petites affaires sans ticket. Qui règne en maître sur le marché noir? Le juif. Les membres du service d'ordre légionnaire commencent même à user de la force envers certaines familles de réfugiés. Les partisans les plus vigoureux, les plus zélés du régime de Vichy s'en prenaient souvent sur la voie publique à des juifs. Ces défenseurs acharnés du régime, antisémites proclamés, agissent en toute impunité. Car la collaboration entre le Führer et le gouvernement du maréchal Pétain conduit très vite à l'instauration des lois raciales en zone libre qui excluent progressivement les juifs de la société. Alors que les autorités allemandes lancent les premières rafles en zone occupée au début de l'été 1942, le 26 août, la région de Nice leur emboîte le pas. Le préfet reçoit des instructions lui demandant d'arrêter à peu près 3000 personnes. C'était les gens qui étaient fichés. Mais il y a eu des fuites, et y compris parmi la police, quelquefois la gendarmerie. Il y a eu des gens qui sont allés taper à des portes la veille ou l'avant-veille de la rafle en disant aux gens « Il vaudrait mieux que vous ne soyez pas chez vous demain ou après-demain. » Grâce à cette solidarité exemplaire, seuls 610 juifs sur les 3000 escomptés sont arrêtés par les autorités françaises et internés à la caserne d'Ovar, dans le quartier de Saint-Roch, avant d'être déportés. C'est une rafle qui, sur le plan statistique, n'est pas finalement importante, mais qui est très importante sur le plan psychologique. Elle marque une fracture. Parce qu'elle a dessillé bien des yeux, notamment chez les catholiques, qui avaient soutenu le régime de Vichy, et qui s'aperçoivent tout d'un coup qu'on en vient à utiliser des méthodes qui ne sont pas acceptables pour un bon chrétien. Progressivement, la fièvre nationaliste et le mythe de Vichy s'effondrent. Les Niçois commencent à manifester leur mécontentement par des actes de propagande discrets et encore désorganisés. Par exemple, coller sur un mur, sur un platane, sur un bec de gaz, des petits papillons avec l'effigie du général de Gaulle. Ça n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, mais ça montre une présence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Ah, ben, tiens, il y a quand même des gens qui doivent appartenir dans le quartier ou autre à cette mouvance. » Quelques mois après la terrible rafle de Nice, l'espoir vient d'Afrique du Nord, où les Alliés débarquent le 8 novembre 1942. Cet événement, relaté par les journaux de collaboration, entraîne la réaction immédiate des nazis. Entre autres conséquences, l'action anglo-américaine contre notre empire africain a contraint les troupes allemandes à franchir la ligne de démarcation afin d'aller occuper nos côtes méditerranéennes. Le 11 novembre 1942, l'Allemagne franchit la zone de démarcation et envahit donc la zone libre. Du coup, Mussolini, ne voulant pas être en reste, lance ses troupes dans le sud-est de la France et va cette fois s'emparer de 8 départements. Il faut se rappeler que depuis la fin juin 1940, le département des Alpes-Maritimes avait été démilitarisé. Ça veut dire que quand les Italiens décident donc d'occuper une partie du sud-est de la France, eh bien ils le font sans aucune opposition puisqu'il n'y a pas de soldats en face. Donc finalement, l'invasion, si on peut dire, c'est une balade. Nice, convoité depuis tant d'années par le Duce, tombe cette fois sous le joug fasciste. Mais avant d'atteindre la capitale des Alpes-Maritimes, les troupes italiennes prennent tout de même quelques précautions.
Se souvenant de la résistance acharnée démontrée par les Français en juin 40, les Italiens se méfient. Et donc, ils vont utiliser des petits avions qui vont lâcher des centaines de tracts bilingues pour indiquer à la population qu'ils ne viennent pas avec de mauvaises intentions. Sous-entendu, ne nous tirez pas dessus. Citoyens de la zone niçoise, nous occupons temporairement la zone démilitarisée. Chacun de vous doit coopérer au bien-être et à la tranquillité de tous avec discipline et civisme. C'était les premières images de l'occupation italienne, ces tracts qui tombaient du ciel et qui jonchaient la promenade des Anglais. C'était une des premières images de l'occupation italienne. À 15 h, ce 11 novembre 1942, Nice se couvre des couleurs fascistes quand les premières colonnes de la Quarta Armata, accompagnées du régiment des Bersaglieri, entrent solennellement dans la ville. Alors, ils ont été reçus dans un silence glacial. On a des récits de témoins. Il y en a même un qui dit les Bersaglieri arrivent avec la plume au chapeau, ils repartiront avec la plume au cul. C'est pas citation, ce n'est pas de moi. Les Italiens, très clairement, prennent possession de Nice et de la région qu'ils occupent. Et c'est aussi une revanche pour eux, d'être ici, dans cette ville qu'ils considèrent comme la leur, en tant que puissance occupante. Pour beaucoup de Niçois, cette présence étrangère, qui plus est de leur ancien allié italien, est intolérable. La hausse du chômage et des pénuries liées aux réquisitions ajoute à leur colère et pousse certains habitants à rejoindre les rangs de la résistance. Et il y a une croissance des effectifs, car désormais, il y a un ennemi qui est présent. À partir de 1942, il y a à peu près 2800 résistants à Nice, c'est-à-dire 1% de la population. C'est pas énorme, mais c'est significatif. Grâce à la mobilisation et l'implication d'imprimeurs professionnels, la presse clandestine prend de l'ampleur. Parmi ses publications, la Parola del Soldato, rédigée en italien, s'adresse aux troupes d'occupation. Dans ce journal, qui paraît à peu près tous les mois, on essaie d'inciter les soldats italiens à déserter, mais pas à laisser leurs armes, à retourner en Italie avec leurs armes pour y chasser les fascistes et les Allemands. Si ces incitations patriotiques irritent l'occupant italien, la résistance niçoise reste néanmoins marginale, se limitant essentiellement à des actes de propagande et de renseignement. Nice n'est pas une plaque tournante de la résistance. Il n'y a pas de mouvement organisé comme il peut y en avoir à Marseille ou ailleurs. Alors pour y remédier, Londres décide d'envoyer à Nice l'un des plus fidèles émissaires du général de Gaulle et de la France libre. L'histoire a plus souvent retenu le rôle joué par Jean Moulin à Lyon, ou de l'autre côté de la Manche. Mais sa présence à Nice, qu'il connaît parfaitement pour y avoir séjourné en villégiature, a pourtant été cruciale dans l'éveil de la résistance locale. Jean Moulin vient à Nice à une douzaine de reprises. Il achète un magasin qui va devenir la première galerie d'art moderne à Nice et qui va servir de couverture à ses activités clandestines. La galerie Romanin, le nom d'artiste de Jean Moulin, ouvre officiellement ses portes en février 1943 aux 22 rues de France, derrière la promenade des Anglais. Quel meilleur choix en effet pour se fondre dans le décor que cette ville qui accueille pendant la guerre une foule d'anonymes et d'artistes de toutes origines. Il avait été révoqué par Vichy. On savait qu'il voulait éventuellement gagner l'Angleterre, donc il était surveillé. Mais surveiller quelqu'un qui arrive en train avec des tableaux et qui va les placarder dans sa boutique, ça permet de dissiper des soupçons. Pendant des mois, Jean Moulin va nouer des contacts avec les représentants de la résistance niçoise, au nez et à la barbe des autorités locales. Il donnait des rendez-vous sur le bord de mer. Il n'y avait pas de micro-canon à l'époque pour espionner les conversations des gens, surtout avec le vent, le bruit des mouettes.
À partir de janvier 1943, les trois formations principales de la région, Libération Sud, Combat et Francs-Tireurs, fusionnent au sein des mouvements unis de la résistance, à l'initiative de Jean Moulin. Et là, ils vont passer vraiment à l'acte. C'est-à-dire qu'on va utiliser des armes à feu, on va utiliser des explosifs, on va lancer des bombes dans des casernes où se trouvent des soldats italiens. Ça va inciter l'occupant à vouloir instaurer une répression plus active, pour ne pas dire plus féroce. Et pour parvenir à ses fins, le régime fasciste se dote d'une redoutable machine répressive, l'OVRA, le pendant italien de la Gestapo. L'OVRA, c'est un cycle qui veut dire Opera Volontaria di Repressione Antifascista. Donc c'est la police par excellence qui traque les antifascistes en Italie et y compris dans les zones d'occupation. Pendant l'occupation italienne, plus de 1300 opposants sont arrêtés et torturés par l'organisation à Nice et dans l'ensemble des Alpes-Maritimes. Ils étaient transférés dans la villa Linwood, qui était le lieu qu'on a surnommé rapidement la villa des supplices. Et on raconte qu'au devant d'une des salles de torture, il y avait ce vers de Dante, « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance ». Ils avaient mis au point une technique qui était efficace, qu'on appelait le giro, le tour. On faisait tourner de force les prisonniers avec des fers aux pieds pendant des heures, voire des jours. On recevait des coups de casque, des coups de crosse, des coups de bottes, jusqu'à l'évanouissement complet. Mais si les Italiens se montrent impitoyables envers leurs opposants, ils vont adopter à l'égard des Juifs de la région niçoise une attitude en tout point différente. Des Juifs qui n'avaient pas de profil politique marqué vont, de façon apparemment étonnante, être protégés par les autorités italiennes d'occupation. Donc là, il y a quelque chose qui était tout à fait inattendu, puisque en 1938, quand Mussolini s'était rallié à Hitler, il avait institué dans son pays une politique antisémite, comparable à celle des Allemands, avec toutes sortes d'exclusions. Et là, il a viré de bord. Dès son arrivée à Nice, le commandement fasciste informe le préfet Ribière qu'il s'oppose formellement aux lois antisémites que ce dernier défend pourtant avec conviction. Plus surprenant encore, les troupes italiennes patrouillent devant les lieux de rassemblement juifs, comme la synagogue de la rue Deloye, pour empêcher les arrestations. Les carabiniers italiens protègent les Juifs des Français. Donc il y a, si vous voulez, une attitude qui peut sembler un peu schizophrène des Italiens qui persécutent les Juifs dans le cadre de leurs frontières et qui les protègent dans les zones d'occupation. Mais cet élan apparent d'humanisme envers les Juifs instauré par Mussolini dans la zone d'occupation n'est pourtant pas totalement désintéressé. Alors, il y a différentes explications. Sans doute voulait-il marquer son indépendance vis-à-vis d'un allié de plus en plus pesant, insistant, méprisant aussi. Donc montrer que l'Italie n'était pas à la botte. Il y a aussi une réflexion sur l'avenir. En 1943, on ne sait pas si la guerre sera gagnée. Et on pense que si la guerre est perdue, eh bien, il faudra rendre compte, je dirais, des exactions qui ont été commises. Donc, on joue sur la duplicité. Cette duplicité de l'occupant et l'exceptionnelle attitude de tolérance qui en a découlé est une véritable lueur d'espoir pour des milliers de familles jusque-là opprimées dans les territoires sous domination nazie. Très vite, la zone italienne et Nice particulièrement acquiert la réputation d'Eldorado, où les Juifs peuvent vivre en paix. Sous les Italiens, les Juifs ont vécu une vie normale, comme au cœur d'une tornade. Il y a l'œil de la tornade, et là, tout est tranquille.
C'était la seule région dans l'Europe dominée par le Troisième Reich où les Juifs pouvaient vivre tranquilles. En seulement quelques mois, Nice et son département, où sont réfugiés déjà plus de 13 000 Juifs, voient affluer une nouvelle vague d'immigration massive qui atteint un pic de 25 000 personnes à l'été 1943. Au point que les Allemands finissent par dire de Nice que c'est devenu la nouvelle Jérusalem ou la nouvelle terre promise des Juifs parce que précisément il y a ces afflux de population. Avec ses parents et son frère, Jeannette Volguste, 12 ans à l'époque, a fait partie de ces nombreuses familles dont la vie a radicalement changé quand ils ont fui la zone d'occupation allemande pour s'installer du côté italien. Débarrassée de son étoile jaune qu'elle a conservée toutes ces années, elle découvre à Nice un autre quotidien. À la minute où on est parti en zone libre, il n'y a plus d'étoiles, je n'ai plus porté d'étoiles. À Nice, pour moi, c'est la belle vie. Il fait beau, il y a la mer, j'adore nager, tout va bien. L'ambiance, elle est bonne. Et les Italiens sont charmants. Ils vous sourient. Et puis, moi, j'entends mes parents parler entre eux. Et ils n'appliquent pas les lois de vie. C'est énorme. Nous savons qu'ils ne vont pas nous arrêter. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on se sent libre. On a été heureux pendant quelques mois. Ce sont les derniers moments de bonheur pour des centaines de familles qui ont ensuite été décimées. C'est le dernier moment où on a été véritablement heureux en famille. Car les nazis, furieux de cette situation, ne tardent pas à réagir. Il ne faut pas oublier que les Italiens sont en relation constante avec les Allemands. Donc à plusieurs reprises, Mussolini se fait sermonner et va faire mine de céder, va dire « entendu, je vais faire ce qu'il faut, je vais les rappeler à l'ordre ». Et en réalité, il va louvoyer. Les Italiens vont vraiment manœuvrer très habilement les Allemands. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'on va envoyer un inspecteur général de la police raciale à Nice. Ça n'existait pas en Italie, la police raciale. Bon, c'est pour montrer un peu l'esbrouf. L'homme, un dénommé Guido Lo Spinoso, arrive sur la Côte d'Azur, bien décidé officiellement à remettre de l'ordre. Mais il se fait désirer et ne prend jamais contact avec les Allemands. Au contraire, c'est à la porte d'un défenseur de la communauté juive de Nice, un certain Angelo Donati, qu'il va frapper. Angelo Donati est un banquier, un diplomate, quelqu'un d'extrêmement bien inséré dans toutes sortes de réseaux, qui a le bras long, qui a une fortune personnelle considérable. Il connaissait bien les milieux militaires italiens, il avait des contacts suivis avec eux, il était juif lui-même, et donc il est devenu le porte-parole de la communauté juive de Nice et même de la Côte d'Azur. Marianne a bien connu celui qu'on surnomme alors le pape des Juifs. Quand ses parents sont déportés sous Vichy en août 1942, elle et son frère Rolf sont adoptés par Angelo Donati, une lointaine connaissance de la famille. La fillette de 12 ans est alors l'une des seuls témoins des réunions secrètes que cet homme au grand cœur tenait dans son appartement. Il y avait un défilé de gens qui venaient, qui pleuraient, qui demandaient de l'aide pour des fausses cartes d'identité, pour les protéger. Et il promettait son intervention. Je ne peux pas vous dire exactement tout ce qu'il a fait, mais ce que je sais, c'est qu'il y avait un défilé continu. Dans cet appartement, il y avait une grande entrée avec une banquette. Et je voyais souvent des officiers qui venaient et qui posaient sur la banquette leurs revolvers et leurs casquettes, puis entraient dans le salon, bavarder avec Angelo Donati. Moi, je ne savais pas de quoi il parlait. Il ne me tenait pas au courant, mais je savais qu'il collaborait avec les autorités italiennes pour essayer d'aider les réfugiés juifs. C'est au cours de l'une de ces réunions secrètes que l'émissaire italien de la police raciale Guido Lo Spinoso et Angelo Donati élaborent un plan pour donner le change aux nazis
et sauvé des milliers de Juifs de la déportation. À Rome, on a assuré les Allemands qu'on allait arrêter les Juifs, au moins les Juifs en situation irrégulière. Et la parade, ça va être de dire, on ne les arrête pas, on les place en résidence forcée. Les familles concernées par ces mesures sont installées par les organisations juives dans différents villages du sud-est de la France. En plein cœur du parc du Mercantour, dans les Alpes-Maritimes, Saint-Martin-Vésubie est situé à 60 km de Nice, près de la frontière italienne. C'est dans ce paisible village alpin que près d'un quart des Juifs expulsés vont trouver refuge. C'était une façon de pouvoir répondre aux Allemands quand les Allemands leur disaient « mais il faut les mettre dans des camps et les enfermer », de leur dire précisément « non, il n'y a pas besoin de les mettre dans les camps puisqu'ils sont dans ce village et qu'il est très facile de le contrôler ». C'est-à-dire, il n'y a pas de camp de concentration, il n'y a pas de barbelés, il n'y a pas de mirador. Il suffit de venir signer un registre tous les matins et de ne pas sortir des limites de la commune, et on est tranquille. Entre mars et septembre 1943, près de 1000 Juifs, pour la plupart originaires d'Europe de l'Est, vont ainsi élire domicile dans les nombreux logements vacants de la commune. Une destination qui ne doit rien au hasard. Alors Saint-Martin-Vésubie, c'est une station touristique connue déjà depuis des décennies, où l'on va retrouver jusqu'à 17 hôtels à ce moment-là. L'hôtel des Alpes sur la place, ou derrière nous, l'hôtel du Régina, mais aussi plusieurs centaines de villas qui sont, pendant la période de guerre, évidemment abandonnées par les villégiateurs qui ne viennent pas. Pour beaucoup de familles juives, le quotidien à Saint-Martin-Vésubie s'apparente plus à des vacances au grand air qu'à une prison, malgré la présence des troupes italiennes. Les Juifs installés à Saint-Martin doivent venir pointer régulièrement. Mais par témoignage, on s'aperçoit que si au départ, ils doivent pointer 2 fois par jour, eh bien, très rapidement, ils ne pointent plus qu'une fois. Parfois, ils oublient. Il n'y a pas véritablement de répression derrière. Pendant cette période, il n'est pas rare de croiser les réfugiés converser librement aux terrasses des cafés. Dans l'un des chalets du village, on aménage une synagogue qui accueille même une école hébraïque. Des mariages vont avoir lieu à Saint-Martin. Nous connaissons 2 mariages qui sont présents encore aujourd'hui dans les registres de la municipalité. Et des Saint-Martinois sont invités au mariage. C'est quand même une preuve essentielle de cette fusion. Et en fait, tous les témoignages concordent pour dire que cette période a été bien vécue par les Juifs à Saint-Martin. Pour eux, c'est un moment de répit, un moment de paix. Mais le 25 juillet 1943, un coup de tonnerre venu de l'autre côté de la frontière vient modifier de façon décisive la carte de la guerre. Suite aux défaites successives des troupes italiennes, Mussolini est destitué par le Grand Conseil fasciste et le roi d'Italie et assigné à résidence. Immédiatement après l'annonce de l'armistice signé entre l'Italie et les Alliés, les Allemands envahissent la zone jusqu'alors occupée par les troupes du Duce. Avec l'arrivée des troupes allemandes dans le sud-est de la France et notamment à Nice, les Juifs qui avaient été protégés jusque-là se trouvent évidemment en situation de grand danger. Ce qui était un refuge pour les Juifs devient très rapidement un piège. Pour les Niçois également, la brutale invasion des troupes allemandes est vécue comme un traumatisme. C'est la stupeur, c'est l'angoisse, c'est la crainte, c'est l'arrivée des nazis dans les Alpes-Maritimes. Ils se rendaient bien compte qu'ils n'étaient presque pas dans la même guerre que certains autres Français et a fortiori européens. Et là, finalement, c'est cette guerre européenne, cette guerre allemande qui les rattrape et qui arrive ici même. Les soldats italiens qui n'ont pas eu le temps d'évacuer sont les premiers à subir la violence de leur ancien allié allemand. Il y a plus d'une centaine d'arrestations d'Italiens qui sont faits prisonniers. Ce n'est pas une passation de pouvoir, hein. C'est vraiment une succession qui se fait dans la douleur et dans la difficulté. Il y a aussi une volonté d'humilier des gens qui pour eux sont des traîtres, puisqu'ils ont négocié avec les ennemis anglo-américains. Comme ils disent, ils ont retourné la veste.
Les Allemands, qui avaient reproché aux Italiens d'avoir tergiversé sur la question des Juifs et de la solution finale, arrivent à Nice avec des objectifs très clairs. Il y a vraiment le sentiment des nazis que beaucoup trop de temps a été perdu. Et donc vraiment, c'est une course contre la montre pour justement parvenir à vider la région de ces Juifs et à les envoyer vers la mort. Dans les jours qui suivent l'arrivée des nazis dans la région, Alois Brunner, SS réputé pour sa brutalité et chef redouté du camp de Drancy, est dépêché à Nice. Il arrive avec 20 SS autrichiens, comme lui, spécialistes de la solution finale, et immédiatement, ils vont commencer ce qu'on appelle la grande rafle. Les rafles commencent tout de suite. Tout de suite. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Parce que c'était l'horreur absolue. D'abord, on s'attaque aux hôtels. Puis on passe aux pensions. Puis on passe aux cliniques. Puis on passe aux pouponnières. On va s'attaquer tous les soirs à un quartier, de façon très violente. On rafle partout, dans les immeubles, parfois dans les rues. La zone est ratissée. Hein, vraiment, c'est une chasse aux Juifs qui est lancée. Très vite, les bruits de bottes des nazis résonnent jusque dans l'arrière-pays niçois. À Saint-Martin-Vésubie, les Juifs installés en résidence surveillée décident immédiatement de prendre la fuite aux côtés des soldats italiens. Dans la précipitation, près d'1 millier de personnes s'engagent au départ du village dans une véritable marche biblique à travers les sentiers de montagne. Leur but, atteindre l'école et passer en Italie. Imaginez la famille transportant des bagages, ce qu'elle peut emporter avec elle, au travers donc de chemins pierreux, sans équipement bien évidemment, hein, en tenue de ville en quelque sorte, perdu dans la montagne quand on ne connaît pas le lieu, bien ça peut paraître très dangereux. Ce que l'on sait, c'est que les Italiens les ont aidés à porter les bagages arrivés en altitude. Unis dans l'épreuve, la périlleuse traversée de ces familles et de leurs gardiens italiens va durer près de 2 jours. Mais de l'autre côté, la traque n'est pas pour autant terminée. Alors, parmi les 1000 personnes qui vont fuir le village de Saint-Martin-Vésubie, il y en a environ 340 qui vont être arrêtés par les nazis en Italie une fois franchi le col. Mais ce sont bien les 2 tiers des fuyards de la résidence surveillée de Saint-Martin qui vont survivre à cet épisode. Ces rescapés de l'arrière-pays sont malheureusement une minorité. Car à Nice, les Allemands poursuivent sans relâche pendant près de 3 mois leur macabre chasse à l'homme. Pour encourager les dénonciations, les nazis n'hésitent pas à offrir des primes alléchantes. Ces récompenses appâtent quelques Niçois peu scrupuleux, comme en témoigne cette lettre glaçante envoyée par une vieille dame au commandement allemand de Nice. Monsieur le commandant, j'ai l'avantage de vous signaler aujourd'hui qu'un garçonnet israélite, environ 10 ans, se trouve réfugié au numéro 10 de la rue Alberti. De même, une fillette de 8 ans avec son petit frère 3 ans chez la concierge du 9 de la rue Gallieni. Cela fait donc 3 en tout, soit à recevoir 3 fois 500 francs, qui font 1500 francs. Parmi les victimes de la terreur nazie qui s'abat sur Nice, Serge Klarsfeld, célèbre défenseur des victimes de la Shoah, n'oubliera jamais la date du 30 septembre 1943. Cette nuit-là, le jeune Serge et sa famille dorment dans leur appartement au 15 rue d'Italie. Soudain, ils sont violemment tirés de leur sommeil par des cris et une lumière aveuglante. Toute la rue était entourée par des camions de soldats avec des projecteurs pour empêcher éventuellement des évasions. Et nous avons tout de suite compris, c'est la rafle. Les enfants et leur mère trouvent immédiatement refuge dans une cachette de l'appartement. Mon père, voyant qu'il était très difficile de quitter Nice, a construit dans un profond placard un double fond. Et derrière cette cloison, nous nous sommes cachés, ma mère, ma sœur et moi. Mon père, quelques jours avant, nous avait dit « Si on est arrêté, moi je survivrai parce que je suis fort.
mais vous ne survivrez pas. Et donc, c'est pourquoi lui s'est sacrifié. Il est resté dehors, alors que nous, on était cachés derrière la fausse cloison. Méthodiquement, les SS raflent chaque foyer, un à un. Les Allemands sont entrés appartement par appartement, ils sont allés dans l'appartement voisin. J'entendais les cris puisque le mur de notre cachette donnait sur leur appartement. Et le père hurlait terriblement. Je ne voyais pas les choses, j'entendais. Mais il a certainement couru à la fenêtre parce qu'il criait « Police française, au secours, nous sommes français, sauvez-nous ». Après de longues minutes d'attente et d'angoisse, les SS font irruption chez les Klarsfeld. Ils ont demandé tout de suite à mon père en entrant « Où est votre femme et vos enfants ?» Et mon père a répondu « Il y a eu une désinfection », ce qui était vrai. Ils sont partis à la campagne. On était pétrifiés de peur. On savait qu'on allait mourir si on était découvert. Et quand l'Allemand est entré dans le placard, nous avons entendu les vêtements être repoussés sur la tringle. Mais le placard devait être obscur. Il n'a pas touché la fausse cloison. Il ne s'est pas rendu compte que ce n'était pas un mur. Avant d'être emmené par les SS, Arno Klarsfeld prétend avoir oublié ses clés pour retourner seul dans l'appartement. Et mon père a rouvert la porte de la cachette et il a embrassé la main de ma mère et il est parti. Donc... Les enfants et leur mère vont rester cachés toute la nuit et parviennent par chance à échapper aux griffes de la Gestapo. Mais le père du jeune Serge, lui, ne reviendra pas. Dans cette oppressante nasse ratissée nuit et jour par les nazis, la solidarité et l'entraide sont le seul espoir de survie. Le moindre faux pas peut s'avérer fatal. C'est la tragique expérience que va faire Simone Veil. Depuis plusieurs mois, l'illustre niçoise se terre. Très très vite, la famille va se disperser et se cacher. Et puis maman ne plus aller au lycée parce que la directrice va lui recommander de ne plus venir. Mais le jour du baccalauréat, la studieuse adolescente décide exceptionnellement de braver le danger pour aller passer son examen. Maman décide d'aller fêter ça avec des copains, avec des amis. Et puis, il y a un contrôle d'identité. Il y a un contrôle d'identité dans la rue, et c'est dans ces circonstances qu'elle est arrêtée. Conduite à l'hôtel Excelsior. Au cœur de la ville, l'établissement réquisitionné par l'occupant se trouve dans un endroit particulièrement stratégique pour les Allemands. L'hôtel Excelsior, qui est l'antichambre de la déportation à Nice, est situé à 150 mètres de la gare SNCF, d'où partent les trains, en général un par semaine, vers le Bourget d'Ancy. Pendant des heures, Simone Veil est interrogée. Face à ses bourreaux, la jeune étudiante réalise que son destin est scellé. Elle comprend qu'on ne va pas la libérer. Le camarade avec lequel elle avait été faire la fête après le bac, lui, n'est pas juif, il est donc libéré. Et elle lui dit d'aller prévenir les autres membres de la famille qu'elle est arrêtée. Évidemment, ce jeune homme est suivi sans s'en rendre compte, et le reste de la famille, à ce moment-là, est arrêté. Je crois que maman va y passer 6 ou 7 jours. Enfin, ils vont y rester une semaine, puisqu'en fait, selon le jour auquel on arrivait, les Allemands attendaient qu'il y ait suffisamment de monde pour ensuite les emmener jusqu'à Drancy. Pour moi, ça a été, je crois, quelque chose d'épouvantable d'avoir le sentiment d'être à l'origine de l'arrestation des autres membres de la famille. Tous partiront le 13 avril 1944 par le convoi 71 en direction des camps de concentration. Au total,
3612 Juifs sont arrêtés dans les Alpes-Maritimes et déportés depuis Nice. Parmi eux, se trouvent plus de 400 enfants. Jeannette Wolguste, elle, parvient avec son frère à échapper aux nazis. Pour les sauver, ses parents décident très vite de les confier au réseau Marcel, créé par Moussa Abadi et Odette Rosenstock, un couple de juifs émigrés à Nice. Alors, Odette Rosenstock est une jeune femme très parisienne. Elle est petite, blond, un peu châtain, a des grands yeux bleus et très vivante. On la remarque. Et Moussa, lui, est un juif syrien, né à Damas. Il était beau et il avait un sourire. Enfin, je lui ai fait confiance tout de suite. En quelques mois, le réseau compte parmi les plus importantes filières de sauvetage d'enfants dans la région, grâce à la complicité d'un allié de poids au sein de l'Église. Moussa Abadi, qui était un juif, qui n'était même pas croyant, est allé rencontrer l'évêque de Nice, Monseigneur Raymond. D'une certaine manière, il a dit, voilà, je viens vers vous, je ne suis pas de votre troupeau, je n'appartiens pas à votre religion, mais je viens pour vous proposer de faire quelque chose de dangereux, qui peut-être nous mènera à la mort, vous et moi. Alors, Monseigneur Raymond, qu'est-ce qui va nous mener à la mort? Eh bien, sauver des vies d'enfants. Et Monseigneur Raymond lui a accordé son plein soutien par devoir d'humanité. Pendant les premières années de la guerre, l'ecclésiastique fut pourtant l'un des plus fidèles soutiens du gouvernement de Vichy. Mais la dérive antisémite du régime le pousse progressivement à prendre ses distances et à se tourner vers la résistance. Concrètement, Monseigneur Raymond a donné à Moussa Abadi un bureau à l'évêché avec une fenêtre pour pouvoir fuir en cas de rafle. Il a même donné une soutane, qui était un camouflage évidemment pratique. Et il lui donne un titre, inspecteur général de l'enseignement catholique. Grâce à cette couverture, Moussa et Odette, alias Monsieur Marcel, et Sylvie Delattre, sillonnent la région pour placer leurs protégés dans de nombreuses institutions religieuses, protestantes et catholiques. Pendant la guerre, tous les enfants du réseau Marcel sont cachés sous une fausse identité. Tous étaient évidemment camouflés sous des noms chrétiens, munis de faux papiers, de certificats de baptême, etc. Il fallait que lorsqu'on les appelait par leur vrai nom, ils ne bronchent pas, et que lorsqu'on les appelait par leur faux nom, oui, qu'ils répondent. Et on leur demandait de répéter leur nouveau nom des dizaines et des dizaines de fois jusqu'à ce qu'ils ne se retournent pas. Jeannette, cachée avec d'autres fillettes juives dans un pensionnat de grâce, est comme tous les autres enfants, soumise à ces séances de dépersonnalisation. Je m'appelais Souita. Il n'était pas question que je reste Souita, je suis devenue Moreau. Donc j'ai gardé mon prénom et j'ai été Jeanne Moreau. Pour moi, j'étais grande, hein. J'ai 13 ans et demi. Tu t'appelles Jeanne Moreau, t'es née à Marrakech, pas de problème, c'était acquis. Mais mon petit frère, qu'il avait d'ailleurs appelé Fromentin, il ne comprenait rien du tout. Il avait 7 ans et demi. C'est difficile pour un enfant de comprendre ça. Moussa m'a dit combien cette dépersonnalisation a été une chose très dure pour lui. Il avait l'impression de nous voler notre identité. Un petit garçon lui a dit « Mais tu ne te rends pas compte quand papa et maman ils vont venir me chercher, comment ils vont me trouver ?» C'était logique. Pour restituer les enfants à leur famille après-guerre, Moussa Abadi et Monseigneur Raymond ont tout prévu. Les vrais états civils de leurs petits protégés sont dissimulés. Pour certains dans des livres, à la bibliothèque de l'évêché. Grâce à cette immense chaîne de solidarité, 527 enfants sont cachés et sauvés par le réseau Marcel pendant l'occupation allemande. Parmi eux se trouve Joseph Joffo et son frère Maurice, qui racontera bien des années plus tard son histoire dans le livre à succès Un sac de billes, publié en 1973. Pendant cette période, les habitants de Nice assistent également impuissants aux lourdes transformations que les Allemands entreprennent dans la ville.
Ce sont des travaux de fortification, puisqu'ils savent que désormais les Anglo-Américains sont en face, à une dizaine d'heures de bateau. Et ils sont donc convaincus que les Alliés vont chercher à débarquer en Provence. Donc, à partir du début octobre 1943, ils vont construire le fameux mur de la Méditerranée, qu'ils vont surnommer le Sud-Val, le mur du Sud. Un imposant système défensif qui s'étend le long du littoral, de la frontière espagnole à la frontière italienne. Nice et son département dénombrent à eux seuls près de 120 casemates. C'est quelque chose d'impressionnant et d'inquiétant, parce que la promenade des Anglais, c'est une série de murs de béton, de champs de mines, de blocos. Les façades des maisons étaient camouflées dans des couleurs marron, jaune, comme un peu les vêtements militaires, un peu c'était ça. L'occupant ne manque pas d'imagination. Pour tromper l'ennemi, certains bunkers qui défigurent la ville et le front de mer se parent de décorations, à l'image de ce faux bar tabac. Des artères entières sont bloquées par des murs anti-chars, dissimulés sous d'immenses trompe-l'œil. Mais les Allemands n'hésitent pas également à détruire certains monuments emblématiques de la ville pour en récupérer les matériaux. À l'image du mythique casino de la Jetée Promenade. Ce symbole de l'âge d'or de la Côte d'Azur, construit sur pilotis et inauguré en 1891, trônait fièrement dans la baie des Anges, face au jardin Albert Ier. Ce vieux palais qui avait vu tellement de fêtes, on donnait beaucoup d'opérettes et de music-hall, il y avait un restaurant, une salle de jeu, c'était emblématique de la belle époque. Et les Allemands l'ont détruit pour en récupérer le métal, parce que c'était essentiellement métallique. Surtout, la démolition de ce joyau d'architecture permet aux Allemands de dégager la vue sur la baie au cas où les Alliés viendraient à débarquer. Près de 80 ans plus tard, les milliers de visiteurs qui arpentent chaque année la promenade des Anglais ignorent pour beaucoup que l'un des vestiges de l'imposant casino se cache toujours non loin de là, sous la colline du château, entre la vieille ville et le port. Au bout de cet abri anti-aérien construit au début de la guerre par les Niçois, et aujourd'hui fermé au public. Dans cette partie que je vais vous montrer ici, nous sommes dans une seconde partie construite entre 1943 et 1944 par les Allemands qui ont repris le chantier de construction. À l'intérieur de ce puits vertical, les Allemands ont récupéré un objet très intéressant qui est l'un des escaliers du palais de la Jetée. Donc c'est un escalier daté de la fin du XIXe siècle et qui est le seul vestige aujourd'hui conservé de ce palais de la Jetée promenade. On peut voir sur ces contre-marches le décor fin 19e, début 20e, qui vraiment dénote avec les planches de coffrage en béton laissées par les Allemands lors de la construction. L'ouvrage débouche sur un second niveau, enfoui à près de 10 mètres sous terre. Car pendant la guerre, les nazis avaient entrepris de creuser sous la ville des galeries souterraines. Ces deux artères qui démarrent sous la colline du château, où se trouvait le siège de la marine allemande, devaient permettre aux soldats d'accéder rapidement au bloc de combat, situé sur le front de mer, en cas de débarquement allié. Dans ce boyau de roches et de béton, le temps semble s'être figé. Cette galerie n'a jamais été terminée puisqu'on a encore ici, on voit encore contre les parois le câblage d'époque, encore ici. On peut voir le support électrique ici qui est d'époque. En menant le chantier à son terme, les Allemands auraient réussi un tour de force. Acheminer des centaines de soldats sous la ville sans être repérés pour renforcer la surveillance du littoral. Mais les événements qui bientôt se précipitent ne vont pas leur en laisser le temps. Car la pression s'accentue sur l'occupant.
À partir de la fin de l'année 1943, les armes et munitions laissées par les Italiens lors de leur fuite permettent aux résistants niçois d'intensifier la lutte armée. Face à la hausse des attentats et des sabotages, la répression des Allemands est immédiate et implacable et va décimer plusieurs organisations de patriotes. Le 7 juillet 1944, la barbarie des nazis atteint son paroxysme. Ce jour-là, Séraphin Taurin et Ange Grassi, deux jeunes résistants communistes, sont pendus en plein jour au réverbère de l'avenue de la Victoire, l'actuelle avenue Jean Médecin, à l'entrée de la place Masséna. Là, on a obligé la population du voisinage à assister à la pendaison. Ça, c'est quelque chose qui a traumatisé la ville. Un membre de ma famille travaillait à côté, dans une rue, et il m'avait raconté qu'il était sorti de son bureau et il avait senti comme une chape de silence dans la ville. Et en s'approchant, il avait découvert le spectacle horrible de ces deux suppliciés qui étaient pendus. Et on a interdit aux Niçois d'enlever leur corps parce qu'on voulait que les Niçois voient ce qu'il en coûtait d'être résistants. C'est un événement qui a extrêmement choqué, marqué les Niçois. Souvent, ceux qui retiennent enfant une image de la guerre retiennent la pendaison de ces deux hommes. Pour ajouter au calvaire de la population, la Royal et l'US Air Force ont récemment intensifié leurs bombardements aériens pour affaiblir et désorganiser l'armée allemande. À Nice, l'attaque du 26 mai 1944, qui vise la gare de Saint-Roch, est la plus meurtrière. On dénombre 360 tués et plus de 5000 sinistrés dans les quartiers environnants de Pasteur, Riquier ou encore République. La tension est de plus en plus palpable au sein de la population. Nice est dans une situation extrêmement préoccupante. On ne mange plus à sa faim, encore moins qu'auparavant. Vraiment, les Niçois ressentent la guerre dans leur chair. Voilà plus de 2 mois que les Alliés ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944. Sur la Côte d'Azur, touchée par une forte vague de chaleur, les Niçois s'impatientent et n'ont désormais plus qu'une obsession: venger leurs morts et chasser les Allemands de la région. L'espoir renaît le 15 août 1944, quand les troupes alliées débarquent sur les plages de Provence, entre Cannes et Toulon. En représailles, la Gestapo décide le jour même l'exécution d'un groupe de 21 résistants détenus à Nice. C'est à l'est de la ville, sur un terrain vague du quartier de l'Ariane, aujourd'hui transformé en lieu de commémoration, que les détenus sont conduits à l'abri des regards. Arrivés sur ce lopin de terre, ils sont descendus du camion. Une mitrailleuse était déjà installée au sol. Ils ont été rafalés à bout portant. Et un par un, ils se sont étendus au sol et ils ont été tués et achevés d'une balle dans la tête. Des hommes, mais aussi 3 femmes, âgées de 17 à 57 ans, qui exerçaient pour la plupart des activités de renseignement au sein de différents mouvements de résistance. Vous avez ici Hélène Vagliano, qui était une jeune femme de 35 ans. Sur sa bicyclette, elle avait toujours un poste émetteur et elle circulait devant les Allemands à leur barbe. Avec cela, elle prenait des risques énormes. On l'appelait la veilleuse d'ailleurs. Elle a été prise par la Gestapo. Elle a été amenée à Grasse. Elle a été torturée. Elle n'a absolument pas parlé et elle n'a rien dit. Sinon, une chose, elle a menti et elle a donné des noms faux dans des lieux faux. Macagno était un homme de Nice, il prenait le courrier, il le distribuait, c'était les réseaux internes. Mano Senna est un employé municipal. Quand il est mort, il a chanté la Marseillaise. D'ailleurs, il est figé dans sa mort, avec la bouche grande ouverte. Les martyrs de l'Ariane ont tous payé de leur vie ce jour-là leur refus de se soumettre à la barbarie nazie.
la nouvelle du massacre se répand comme une traînée de poudre. Profondément choqués, les Niçois désespèrent d'être libérés, car les troupes alliées tardent à venir. Les gens sont à bout. Il y a une haine qui s'est, comment dirais-je, développée. Et ici, on s'attendait à ce que les Américains arrivent rapidement, puisqu'ils ont débarqué à 60 km de Nice le 15 août. Mais la population comprend bientôt que Nice, en réalité, ne fait pas partie des objectifs alliés. Le port de Nice est un port très modeste. Donc, les ports majeurs sont les ports de Toulon et de Marseille, et ce sont les priorités. Et bien sûr, la route nationale 7 vers le nord. L'objectif des Américains, ce n'est pas de libérer la Côte d'Azur. C'est de foncer le plus vite possible par la vallée du Rhône et d'entrer, si possible, en Allemagne avant la Noël. Livrés à eux-mêmes, les résistants niçois désormais réunis au sein des FFI décident de ne pas attendre plus longtemps. Le 28 août à 6 h du matin, l'insurrection est déclenchée. C'est ce qu'on appelle la guérilla urbaine. Le soulèvement était destiné à attirer les Américains, en leur montrant qu'il fallait donner un coup de main à ces braves gens qui se libéraient eux-mêmes. À Nice, on se bat sur une vingtaine de sites. Au départ, il n'y a que 350 combattants, mais petit à petit, il y a des tas de gens qui sont descendus des immeubles parce que désormais, il y avait des armes et des munitions et qui pouvaient tirer sur les Allemands. Cette insurrection n'est pas considérable, mais les Allemands n'ont pas réussi à débloquer la situation. Les troupes d'occupation reçoivent alors l'ordre d'accélérer l'évacuation de Nice et de se replier sur Menton et dans les montagnes, le long de la frontière. En fin de journée, après plusieurs heures de combat, les FFI réalisent qu'ils ont repris la ville. Au petit matin, 3 résistants enfourchent leurs bicyclettes pour transmettre la nouvelle au régiment américain posté à Saint-Laurent-du-Var, de l'autre côté du fleuve. Les Américains sont venus, après coup, mais ils ont été accueillis comme des libérateurs, même si le travail avait été fait par les résistants locaux. Ils arrivent sur la place Masséna, qui était déjà pavoisée depuis la veille. Ils reçoivent un accueil presque hystérique. Et le soir même, d'après les sources, il n'y a plus en ville une bouteille d'alcool, de bière ou autre. On raconte même que Monseigneur Raymond vient de son évêché vers le centre-ville et qu'il arrive avec des marques de rouge à lèvres de certaines femmes qui l'ont embrassé. Donc voilà. Dans les rues de Nice, l'ambiance a la saveur des grands jours. L'arrière-pays niçois, en revanche, n'est libéré que de longs mois plus tard, en mai 1945, après de violents affrontements entre troupes françaises et allemandes, dans le massif de l'Authion, le long de la frontière. Le général de Gaulle est venu apporter à Nice le salut et les encouragements de la nation. De Gaulle est venu voir les Niçois, une foule considérable l'attendait. Il s'est adressé aux Niçois en les félicitant de s'être libérés eux-mêmes, de n'avoir pas suivi les mauvais bergers. Et ça a été un moment de liesse extraordinaire. Après 4 ans de conflit et 2 occupations successives, Nice, la perle de la Côte d'Azur, n'est plus que l'ombre d'elle-même, bien loin de l'image de carte postale et de son dynamisme d'avant-guerre. La ville compte ses morts. Les terribles rafles ont décimé des milliers de familles qui avaient émigré à Nice dans l'espoir d'une vie meilleure. Nice, c'était le dernier bonheur, grand bonheur familial. On était tous les 4. Voilà. C'est la proportion de la perte des Juifs en France, 1/4 des Juifs. Mon père était 1/4 d'entre nous et est parti, quoi. Donc Nice, c'est un lieu un peu maudit et un peu sacré, quoi. Car de ce chaos, Nice a aussi vu émerger de grandes destinées. Des hommes et des femmes
qui par leur action, leur témoignage et leur humanité ont lutté pour que plus jamais ne s'éteigne l'incomparable lumière de Nice la Belle.